Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour ce premier entretien de la rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir deux Françaises qui vont nous raconter depuis Nantes les raisons de leur venue en Roumanie en juillet dernier. Armandine Pena est journaliste et photographe. Ces dernières années, elle s'est intéressée en particulier à la situation des bidonvilles de Nantes et réalise également des projets photographiques documentaires à dimension plus artistique. De son côté, Frédéric Le Tourneux est journaliste et sociologue, spécialiste des thématiques liées au travail et aux formes de marginalité. Et comme Armandine, elle s'est récemment penchée sur les personnes en situation précaire dans les bidonvilles de Nantes. Armandine Pena, Frédéric Le Tourneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce premier entretien. J'en suis ravi après notre rencontre cet été. En juillet donc, vous vous êtes rendues toutes les deux dans le département de Mehedinți, au sud-ouest de la Roumanie, près de la frontière avec la Bulgarie et la Serbie. Racontez-nous ce périple et ce que vous êtes allés faire là-bas. Eh bien, nous sommes allés dans les villages de cette zone-là, près de la frontière serbe et bulgare, au bord du Danube, parce que nous avions pour projet d'aller à la rencontre de familles que nous connaissions qui habitent une grande partie de l'année à Nantes et qui rentraient pour les vacances d'été dans leur pays d'origine et sur leur terre d'origine, dans ce département, dans ce Județ-là. D'accord. Donc plus précisément sur en fait les ressortissants roumains d'origine rome qui habitent à Nantes viennent pour grande partie de quelques villages en fait. En tout cas ceux qui sont sur l'est de la métropole, ils viennent de Burilanica, de Gogoșu, et de ce département-là en particulier. Je suppose qu'il y a... Ouais. Je suppose qu'il y en a qui viennent d'autres départements également, non? Nous, on parle vraiment des familles qu'on connaissait ici à Nantes, qui étaient regroupées dans un très grand bidonville, et elles venaient principalement de cette zone-là. Alors, ces communautés que vous connaissez bien, qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous les avez rencontrés dans leur village d'origine? Comment leur comportement change-t-il, s'il change? Il y a un vrai contraste entre leur mode d'habiter chez nous et en Roumanie, parce que ici, c'est des populations pour grande partie très marginalisées qui vivent dans des bidonvilles. Et certaines familles ont accédé à des HLM, mais globalement, beaucoup vivent encore sur des zones, donc nous on appelle bidonvilles, et donc c'est des zones où ils se sont installés sur des terrains non autorisés, et puis ils ont mis une caravane, et puis ensuite construit des cabanes. Donc c'est des endroits. Elles sont en quoi ces cabanes Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Elles sont en quoi en matériaux de récupération. Ouais. Et donc on sait que c'est pas des populations qui sont culturellement nomades, mais en France, en fait, elles se sont accaparées les caravanes parce que ça leur permet aussi, en cas d'expulsion, de bouger assez vite. Et quand elles sont tolérées un peu plus longtemps, elles commencent à construire justement des choses un peu plus pérennes avec des planches. Voilà, et donc on a été vraiment marqué par le contraste entre justement ce mode d'habitat et ce qu'elle construisait petit à petit en Roumanie, c'est-à-dire des vraies maisons en parpaing. Et après, je te laisse compléter. Et en fait, c'est vrai que c'est des populations qui ont la particularité à Nantes, c'est pas le vrai dans toutes les métropoles du territoire français, mais en tout cas à Nantes, pour beaucoup d'entre elles travaillent. Enfin, il y a des familles qui vivent dans une grande précarité économique, mais il y en a qui vivent en bidonville tout en travaillant, notamment à Nantes, autour dans les maraîchers qui sont
autour de la métropole. Il y a une forte attractivité économique pour ces populations-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles viennent à Nantes, parce qu'il y a eu, vu qu'elles viennent des mêmes villages, elles ont su que un frère était déjà embauché sur place, ou un cousin, etc. C'est beaucoup des regroupements familiaux, finalement, du même village. Et donc, elles travaillent sur Nantes, elles ont des revenus. Et donc, pour une grande partie d'entre elles, en tout cas celles que nous, on connaît qui vivent en bidonville à Nantes, mettent l'ensemble de leurs économies pour construire une maison au pays. Donc, on est vraiment sur ce schéma-là d'une migration économique à Nantes, et puis qui permet finalement, par les économies, de construire au pays. Et c'est vrai celles qu'on connaît bien, elles disent finalement on construit pas à Nantes parce que en France on sera toujours un peu temporaire, ouais. Notre installation elle sera toujours temporaire. Notre vrai pays, c'est la Roumanie, et c'est notre village d'origine. On veut construire un endroit où on sera toujours à notre place et on ne pourra pas nous chasser, et puis un endroit à léguer à nos enfants. Et donc c'est dans leur terre d'origine qu'elles font ça, tout en sachant très bien qu'elles ne peuvent pas y vivre toute l'année, parce que de toute façon il n'y a pas de travail. C'est ce qu'on a constaté suite à la modification du système agricole avec l'entrée dans l'Europe et la mécanisation. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent être employés dans les exploitations dans cette zone de la Roumanie, et donc il n'y a pas de travail pour ces populations-là, et c'est pour ça qu'elles viennent travailler à Nantes, mais pour autant elles restent attachées à cette région d'où elles viennent, et donc voilà. Donc elles construisent ces maisons où de fait, on l'a constaté, elles rentrent que pour les vacances ou quelques événements une fois par an à peu près. Une fois par an, parfois elles y reviennent pour refaire des papiers, ou quand il y a un événement, par exemple quelqu'un de la famille plus âgé qui serait resté au pays, qui serait malade ou décédé, ou voilà. Mais ça, donc c'est 1 ou 2 fois par an. Mais il y a certaines familles qui reviennent plus souvent que ça. Et je reviens sur la question du comportement. Donc elles reviennent pour construire leur maison. Elles sont aussi en vacances. Et est-ce que quand elles reviennent, de façon générale, vous avez senti qu'elles étaient plus joyeuses, leur visage était différent en termes de comportement individuel? Vous avez senti, j'imagine, comme tout le monde, quelque part, quand on est en vacances, on est un peu plus joyeux, et vous l'avez remarqué aussi chez eux? C'est pas seulement le fait d'être plus joyeux, c'est aussi le fait d'être plus digne, d'être à sa place, de pouvoir afficher une forme d'assurance et de réussite même. Ouais, c'est fierté, ça, c'est vraiment les étrangers qui ont de fierté, voilà. C'est les étrangers qui ont réussi à... C'est les migrants qui ont réussi à l'étranger et qui reviennent montrer un peu leur réussite. Et nous, on parle d'une forme d'illusion, on parlait de la vie rêvée des Roms, parce que c'est vrai que c'est une parenthèse un peu de fierté dans leur quotidien qui est de stigmatisation, de discrimination en France, quoi. Donc leur objectif à terme, c'est de revenir dans leur département d'origine. C'est assez varié quand on les interroge. Elles sont dans une projection peut-être à long terme, mais sans en fixer vraiment la temporalité. Ça dépendra des circonstances. On reviendra peut-être, et puis on lèguera cette maison à nos enfants, même si finalement les enfants, pour beaucoup, parce qu'on est sur une migration récente, en France, les populations roumaines, elles sont là depuis les années 2010. Donc, on est vraiment sur une migration ça a commencé un petit peu avant, récente. Et c'est vrai que ce phénomène de migration économique qu'on voit ici à l'œuvre chez les Roumains, en France, on l'a vu dans les années 70 avec les Portugais, les Espagnols qui venaient travailler en France et qui construisaient au pays. Donc ce mécanisme-là, il est assez courant dans les migrations de travail. Et c'est vrai qu'elle projette
ce futur de on reviendra un jour, etc. Enfin, mais qui est pas forcément quelque chose qui est complètement réalisable Ouais. et programmé vraiment de Mais façon... j'imagine que les aspirations sont différentes suivant les générations. Peut-être que les plus jeunes ont l'intention, par contre, de plutôt rester en Europe de l'Ouest, non? Bah, c'est vrai que après, bon, c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement et une vie très communautaire, même en France. Et, mais les jeunes, bah, c'est pour certains qui vont peut-être réussir à accéder à des formations. Bon, il y a encore très peu d'unions mixtes, mais en tout cas, il y a notamment Quand le vous lien à parlez, la langue pardon, roumaine. excusez-moi, Armandine Pénat, Mixte, je veux oui, dire, il y a encore très peu de mariages qui se font entre des jeunes migrants roms et des Français. des Ouais. jeunes Français. Mhm. Ouais. Mais oui, donc je disais qu'il y a un lien au pays qui se distend un peu, hormis les vacances. Même à la langue roumaine, en fait, les nouvelles générations parlent français et romani avec leur famille, mais ne parlent plus beaucoup roumain. Et voilà, c'est plus une projection et puis voilà, une parenthèse, la Roumanie, que vraiment un projet. Sachant qu'il n'y a pas, pour eux, ils voient bien qu'il n'y a pas de travail. Donc, ouais. Et a priori, ils ne se voient pas vivre ailleurs dans le pays, en dehors de cette zone des Certains, Juliette. par exemple, des jeunes n'ont jamais mis les pieds à Bucarest parce qu'en fait, ils s'arrêtent, ils vont en voiture de Nantes à Borilamika, par exemple, et ils s'arrêtent à la frontière. Donc, en fait, ils n'ont pas de vision de l'ensemble de connaissance du reste du pays. Ouais. Ce que vous me dites me fait penser à... Enfin, une autre question me vient. Est-ce que vous avez senti chez eux ce sentiment d'exclusion qu'il y a en Roumanie vis-à-vis de leur communauté, qu'ils retrouvent, j'imagine aussi, en France. Alors peut-être un peu moins ici ou là, je ne sais pas, mais est-ce que quelque part, ils restent aussi ensemble parce qu'ils se sentent un petit peu rejetés partout? Oh, bah, ça, c'est sûr que ça fait partie des ressorts de cette population, même on peut dire au niveau européen, et puis historiquement, quoi. C'est une population qui a toujours été rejetée. Mais peut-être, je ne sais pas si Fred est d'accord avec moi, mais nous, on se demandait si on allait trouver une population autant discriminée qu'en France, moins, plus. Et a priori, donc là, les choses, elles sont en train un peu de bouger en Roumanie. En tout cas, on voit que avant, c'était des populations qui étaient même ségrégées dans le village, qui vivaient en bas du village, dans des maisons vraiment beaucoup plus rudimentaires, et que maintenant les choses s'inversent un petit peu parce que bah, déjà souvent quand il y a quelqu'un roumain non rom qui décède, souvent c'est un roumain rom qui a vécu à l'étranger qui rachète la maison. Parfois la maison traditionnelle est rasée et il y a une maison un peu plus belle qui sort de terre même. Et petit à petit, ils reprennent plus de place dans le village et un peu partout dans le village, tout doucement, même s'il y a toujours des zones qui restent un peu à part, des zones d'habitat dans les villages. Et puis on est allé voir aussi aux fêtes traditionnelles, par exemple à la fête traditionnelle de Gogoshu, les populations se mélangent beaucoup. Et ouais, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelqu'un qui disait avant c'est nous qui travaillions pour les Roumains et maintenant c'est les Roumains qui travaillent pour nous. Notamment dans le bâtiment. Notamment pour dans le bâtiment ou dans les mariages, on voyait bien. On a été à un grand mariage rome, c'était des Roumains non roms qui faisaient le service. Et il y avait très peu de Roumains non roms dans les invités, mais c'était un mariage très fastueux quand même, hein. Enfin assez. Et donc vous avez senti davantage de liens et pas trop de tension en fait. De ce qu'on a vu, non, mais c'est vrai qu'après... Après, nous, on est vraiment... Enfin, en fait, on peut témoigner aussi de ce qu'on a vu dans ces villages-là, qui sont... Vous êtes resté combien de temps? Une dizaine de jours ouais, encore une fois, vraiment, nous, on part de ce qui se passe entre les populations de Nantes qu'on connaît et cette zone de la Roumanie, vraiment. Il faut bien préciser. C'est très localisé, oui. C'est très localisé, c'est très particulier. Mais oui, en fait, on a entendu parfois, parce qu'on a parlé, par exemple, avec le maire d'un village
où il y a une forte population d'origine rome, et notamment pas mal de gens qui sont partis à l'étranger. Il peut y avoir quand même un peu de jalousie. Il y a encore quelques préjugés. Par exemple, on entend, oui, en fait, ils sont pas là et ils récupèrent les aides sociaux et ils se construisent des grandes maisons. Mais nous, on a pu, par l'observation, quand même un peu relativiser, quoi. A priori, ceux qui habitent pas là, alors ne peuvent pas toucher des aides sociaux comme ça. Et puis, les grands palaces, il y a quelques grandes maisons fastueuses. Mais pour les gens qu'on connaît, c'est des maisons quand même un peu plus modestes qui ont été construites en pas mal de temps quand même. Il faut beaucoup de temps avec des petites économies pour construire des maisons, même si les maisons, évidemment, à construire ici, en Roumanie, enfin chez vous, en Roumanie, ça reste beaucoup moins cher que de construire une maison en France. Mais il y a moins ce besoin d'ostentation, vous avez senti peut-être. Mais ça reste quand même ce besoin d'afficher quand même sa réussite. Quand, avec par exemple, sur les portails... on le voit symboliquement, des portails en fer forgé où il y a marqué Calvin Klein. Après, c'est très marrant parce qu'il peut y avoir des décorations un peu fastueuses dans une maison non finie. Donc, il peut y avoir vraiment ce décalage entre un luminaire qui brille et en même temps l'étage qui n'est pas terminé. Donc, il y a cette... voilà, je pense en tout cas, vous êtes senti bien accueillis. Ah oui, ça sans problème. À chaque fois qu'on croisait quelqu'un qui parlait français, on nous disait mais d'où vous venez? De Nantes. Ah mais nous aussi on vient de Nantes. C'est incroyable. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de Pladsnet, votre projet photographique et ethnographique qui entend garder une trace de la vie en bidonville. Vous avez créé un blog à cet effet où vous mentionnez, je vous cite, que la ville de Nantes détient le record du plus grand bidonville de France métropolitaine, celui dit de la Prairie de Mauves, et qui regroupe environ 200 familles, soit 660 personnes. Les premières familles s'y sont installées en 2018 et le terrain s'est ensuite développé en différents hameaux. Or, début 2024, les autorités françaises ont annoncé la disparition de ce terrain pour récupérer une réserve foncière stratégique dans cette partie de la ville et y installer un pôle d'écologie urbaine. Fin de citation. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors, c'est un projet qui va prendre plusieurs années, parce qu'il faut la collectivité s'est engagée. Donc c'est la collectivité Nantes Métropole et avec l'aide de l'État d'un point de vue financier. La collectivité s'est engagée à ce que les familles qu'il y ait une solution adaptée pour chaque famille. Donc ça c'est depuis, sur ce type de plan de résorption de bidonville, il faut mettre en place un diagnostic social, un échange entre des associations spécialisées auprès de ces populations-là. Mais ça va dans le bon sens ? L'idée, c'est que chaque famille puisse un peu aussi exposer ses envies, ses besoins. Toutes les familles n'ont pas nécessairement envie d'être en logement standard, conventionnel, type appartement ou maison. Certaines veulent continuer à vivre sur un terrain de façon plus communautaire, mais dans des conditions moins précaires en termes d'accès à l'eau, au sanitaire, à l'électricité. Donc, il y a finalement une panel de solutions proposées aussi en termes de relogement. Que ça soit alors, il y a en gros 3 types de solutions. Il y a une première solution qui est plutôt des terrains, ce qu'ils appellent des terrains stabilisés, où les gens viennent avec leur caravane, mais où l'accès à l'électricité et à l'eau est assuré par la collectivité. Et où il y a un accompagnement social. Il y a un deuxième type de terrain, où là, c'est plutôt des terrains avec des mobil-homes, et il y a un accompagnement social, mais où là, les terrains sont plus organisés. Et puis, il y a potentiellement le logement social, voire l'accès à du logement privé. Mais ce qui est compliqué pour la collectivité aujourd'hui, c'est de réussir à installer ces terrains stabilisés, parce que là, il y a eu récemment des levées de boucliers de riverains qui n'ont pas voulu qu'il y ait un terrain stabilisé qui soit installé à côté d'eux, parce qu'on parlait tout à l'heure de la stigmatisation des populations roms. Ça reste une des populations les plus stigmatisées en France. Là, on lisait un rapport de la CNDH qui vient de paraître en juin 2025 qui dit finalement il y a encore 59%
population interrogée qui pense que voilà, les Roms sont une population à part, donc ça reste vraiment une population très, très. Et puis pour ne pas être angélique, c'est une population, c'est vrai aussi qu'il y a parfois des comportements, notamment de survie, qui sont, ou de débrouille, qui sont parfois illégaux et gênants pour le voisinage. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des choses aussi à faire de leur côté. Mais en tout cas, pas de violence particulière. C'est sûr, vous parlez peut-être de petits vols, mais pas de violence particulière. Non, pas de violence. Après, il y a des, enfin, ça a été documenté. Il y a des réseaux mafieux dans les terrains, mais ça a toujours, enfin, je veux dire, la précarité amène aussi nécessairement le développement. Des formes d'emprise, mais plus entre eux, quoi. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que c'est plus, voilà, la promesse a été faite que chacun aurait une solution de relogement conforme à son projet, mais ça reste un sujet très complexe, un projet très complexe à réaliser, et c'est pour ça que tout le monde observe, notamment les associations, les militants, les riverains. En tout cas, il y a un vrai, d'après ce que vous dites, pardon, excusez-moi, il y a un vrai souci des autorités de prendre en compte, de faire du cas par cas, de proposer des solutions adaptées et pas nécessairement de reloger tout le monde dans des HLM. Donc, il y a une vraie... Et de travailler aussi avec les associations. Donc, parce que souvent, c'est vrai que d'une façon... voilà, c'est assez caricatural. On imagine les autorités qui ont une action assez dure et assez drastique vis-à-vis de ces communautés. Ouais. Alors là, ce que vous dites, c'est ce pôle d'écologie urbaine, il se veut compréhensif, on va dire. En fait, c'est une particularité de Nantes qui est reconnue au niveau national, c'est que tout le monde travaille autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Après, il y a des communes qui sont plus ou moins partie pronante, et puis ça reste quand même une population patate chaude, et bientôt on va arriver dans un contexte de municipal, donc d'élection municipale, ce qui ne va pas aider. Mais oui, il y a quand même cette volonté politique, ou du moins affichée, d'essayer de trouver une solution concertée. Après, peut-être pour remettre aussi en perspective, les collectifs militants insistent souvent sur le fait qu'effectivement les collectivités n'en font pas assez, etc. Et là, on parle de la Prairie de Mauve, encore une fois, qui est un très très grand bidonville, où là, toutes les attentions sont sur ce bidonville-là. Mais il y a des terrains illégaux qui sont encore du jour au lendemain expulsés, où il n'y a pas de solution pour les familles. Donc, voilà, sur des territoires communaux qui sont moins compréhensifs. Voilà, là, à l'échelle de la métropole, de l'agglomération nantaise, il y a 24 communes, et toutes les communes n'ont pas la même approche. La Prairie de Mauve, c'est par la ville de Nantes notamment. D'accord. Donc quand c'est par la ville de Nantes, ça se passe peut-être un petit peu mieux, mais quand on laisse les communes aussi qui sont plus, voilà, c'est vraiment... Donc c'est assez décentralisé en fait, les prises de décision par rapport à ces communautés. Ils essayent de mieux s'organiser, et il y a eu des résolutions à l'échelle métropolitaine, mais parce que sinon, de toute façon, tout le monde est impacté, parce que si une population quitte une commune, elle va se retrouver sur une autre commune. Donc, Et puis parfois, c'est sur des terrains privés, donc c'est un privé qui demande l'expulsion. Enfin, c'est pas forcément des terrains communaux. En tout cas, d'après ce que je comprends, c'est que ce qui est en train de se passer à Nantes est un terrain d'observation, et peut-être il y a la mise en place d'un modèle, en tout cas on l'espère, qui sera positif et qui pourra faire des émules ailleurs en France. Exactement, c'est un chantier de résorption assez inédit. Il n'y a jamais eu d'autant d'argent mis sur la table par des collectivités pour résorber un bidonville d'une telle ampleur, en tout cas ce type de bidonville. Et donc c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation et qui est très observé, quoi. Et c'est pour ça que nous on est intéressés et qu'on veut suivre ce qui se passe. Ouais. Et vous sentez qu'il y a de plus en plus d'arrivées dans ce bidonville, ou ça se stabilise? Et ça s'est stabilisé en fait, parce la collectivité a justement essayé de dire nous on va s'occuper de
ces familles-là qu'on a recensées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres familles qui arrivent dans la collectivité sur d'autres terrains. Mais en tout cas, sur ce terrain, ça est d'autant plus clos, entre guillemets, parce qu'il y a une palissade qui a été mise tout autour du bidonville. Et un gardiennage à 24 heures H24, quoi. Ah oui, quand même. Et ce qui a été plutôt bien vécu par la population, finalement, qui se dit que peut-être qu'il s'est presque même sécurisé, parce qu'en fait, il y avait beaucoup aussi de personnes qui entraient extérieures au bidonville, qui entraient faire des dépôts sauvages de déchets au sein du bidonville. Donc, mais ça, c'est intéressant. Donc, en fait, oui, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones autour où des populations vivent dans des conditions extrêmement précaires autour, quoi. C'est la première fois que je vous ai posé la question, mais je ne me rappelle plus de votre réponse, excusez-moi. C'est la première fois que vous veniez en Roumanie cet été, Armandine, Frédéric? Dans le cadre de ce travail, oui. Ouais. C'était la première fois. Mais vous étiez déjà venu sinon? Oui, par ailleurs, mais pas dans cette zone, et voilà, pour voyager. Mais là, c'est vrai que c'est pas une zone du tout touristique. Et c'est vraiment, on le dit, hein, c'est pas, d'un point de vue touristique, c'est pas un très beau coin de la Roumanie, peut-être. Ça ressemble à la Beauce chez nous. C'est des grandes zones cultivées, et voilà. Mais par contre, ça a été un voyage très très riche en rencontres, et puis très utile pour nous pour compléter notre puzzle, pour essayer de mieux comprendre cette population, sa manière de vivre et son lien à notre pays et à la Roumanie. Alors j'aimerais, on est un petit peu sur la fin de l'entretien, j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle, d'abord à vous, Armandine Pénat, au-delà de cette nécessité d'une prise de conscience de la part du public. Pourquoi ce focus sur les bidonvilles? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir à travers ce travail? À titre personnel, moi j'habite dans une des communes de l'agglomération, Bougnay, qui a aussi ses bidonvilles, et il y en a un pas très loin de chez moi, et il y avait des enfants de ce bidonville qui étaient à l'école avec mes enfants, et j'ai notamment suivi d'un point de vue photographique une jeune fille qui a été des années dans la classe de mon fils, et ce qui m'a permis d'aller très souvent dans le bidonville, et j'ai tellement interloqué par le fait de voir des populations vivre dans ces conditions si proches de nous, et avec des telles conditions de vie dégradées. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette population, et c'est vrai que c'est un sujet qui a du mal un sujet d'inclusion qui a du mal à se résoudre sur la ville de Nantes, malgré toutes ces années et toute cette volonté d'essayer de trouver des solutions. On voit que ça a du mal à avancer. Donc on a envie d'essayer d'expliquer encore plus, quoi. De mieux comprendre, et puis d'essayer de contribuer comme on peut, mais au moins à plus de compréhension, et à faire tomber la frontière qui entoure sociale et culturelle qui entoure ces bidonvilles. C'est par notre métier de journaliste, de photographe, d'essayer de favoriser au moins déjà la compréhension mutuelle, et de faire tomber un peu les préjugés mutuels, encore une fois. Pour moi, c'est important. Frédéric Le Tourneux, je vous pose la même question. Oui, je pense qu'on partage aussi. Je partage ce que vient de dire Armandine. Moi, ça m'intéresse aussi depuis longtemps de comprendre, de suivre aussi des trajectoires résidentielles. Comment finalement on passe de différentes. Comment finalement il y a des choses qui relèvent de l'individu, de ses choix individuels, mais aussi des choix qui sont plus sociétaux, plus structurels, pour comprendre aussi ces mécanismes de stigmatisation dont on parlait tout à l'heure. Et alors concrètement, les prochaines étapes de ce travail en commun et le résultat final que vous espérez? Dans un premier temps, peut-être quelques publications presse sur ce voyage, mais en fait, ça s'intègre vraiment dans un projet plus large qui a un volet documentaire. Donc, on va continuer tant que ce bidonville d'après Rimauve existe.
peut-être en retournant aussi en Roumanie. Donc voilà, c'est vraiment une enquête ethnographique et photographique de la vie, du processus de résorption et de la vie de ces populations. Et puis il y a un volet plus participatif qu'on cherche à développer. Là, on va commencer l'année prochaine des ateliers avec les jeunes du bidonville pour qu'ils puissent se raconter eux-mêmes à travers la photographie. Voilà, puis pouvoir parler eux de leurs aspirations. Et puis peut-être, pourquoi pas, un projet à dimension plus européenne qui est en construction. Parce que ce qui se passe à Nantes, on peut le revoir aussi dans d'autres métropoles, en Italie, en Belgique. Donc c'est aussi intéressant. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la fabrique de la ville et l'intégration de populations marginales, c'est vraiment un sujet central. Très européen, oui. Et donc, vous avez ce blog, et en termes de support, vous pensez à album photographique, quoi concrètement? Exposition, d'accord. Un livre, on a un éditeur qui est intéressé. Un livre illustré, donc. Un livre avec des photos et textes, ouais. Et puis, voilà. Bon, c'est à suivre encore. On considère qu'on est un peu au début de l'enquête encore. Donc, D'accord. Bon, en tout cas, on vous attend à Bucarest pour cette exposition. Surtout, n'hésitez pas à nous recontacter, ça serait avec grand plaisir. On s'est rencontrés en juillet à l'Institut français de Bucarest, sur le boulevard Dacia. Et j'espère que votre initiative tout à fait louable et nécessaire va se poursuivre et qu'on vous retrouvera en Roumanie. En tout cas, merci Armandine. Merci, n'hésitez pas à suivre notre Instagram Platsnet. Très bien de le dire. Voilà, Instagram Platsnet. Voilà, merci Armandine Penna, merci Frédéric Le Tourneux merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. En Roumanie. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour cette première émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt. Week-end Placoute. Au revoir.